On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on vous parle du groupe Le Tournant, qui existe depuis 1991 à Saint-Jean. Ce sont des bénévoles qui accompagnent les personnes en fin de vie. Et depuis quelques années maintenant, ils sont principalement dédiés à la maison de soins palliatifs sur le boulevard Saint-Luc, dans le secteur Saint-Luc à Saint-Jean. On recherche des bénévoles. On a quand même des besoins probablement pour plus que le double des bénévoles qu'on a en ce moment. Mais d'abord, parlons de politique municipale. Parlons d'Iberville, Saint-Athanas, le secteur sud, qui appartient au conseiller Justin Bessette. Et on parle bien sûr des enjeux du district numéro 2. Comme on le fait à chaque automne, on reçoit individuellement les 12 conseillers municipaux de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Question de parler un peu plus en profondeur des enjeux du quartier, du district. Aujourd'hui, on se transporte du côté d'Iberville, Saint-Athanas-Sud avec le conseiller Justin Bessette. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Qu'est-ce qui reste à faire dans Iberville, Saint-Athanas-Sud? On a toujours le dossier de l'asphaltage des rues qui n'est pas terminé. On a les infrastructures aussi à améliorer pour pouvoir permettre le développement. Tu sais, quand on se met entre le domaine Fredette et la polyvalente Marcel Landry, il reste beaucoup de terrain à construire. Fait qu'il reste à développer les infras pour pouvoir permettre à la goutte, là, ce qu'on dit la goutte, de pouvoir développer ce qui reste là. Il nous reste encore du chemin à faire. Là. Ça avance, mais il nous en reste encore. Bon, quand on parle d'asphaltage de rue, on parle des fameuses rues en gravier, en gravelle, appelez ça comme on veut, mais il y en a un petit peu partout. Il y en a dans Saint-Eugène, il y en a évidemment du côté d'Iberville, il y en a même un peu du côté de l'Acadie. Dans le district numéro 2, il y a combien de rues actuellement qui sont encore, disons, il en reste beaucoup. Je veux dire, il en reste beaucoup. Le nombre de rues, parce qu'on a beaucoup de bouts. Tu sais, moi, je suis un des secteurs qui reste des petits bouts de rues. Tu sais, des rues qui ont 3 maisons qui sont en gravelle. Dans le coin de la Polyvalente, on en a une série. Il nous reste aussi sur le bord de l'eau. Quand on prend entre Belle-Rive et le bord de l'eau, Reed, des Bouleaux, toutes ces petites rues-là qui viennent un peu cadastrer le bord de la rivière, toutes ces rues-là sont encore gravelles. Fait que c'est vraiment ces blocs-là qui nous restent à combler. On est un des secteurs qui a encore le plus de rues de gravelle, malheureusement, qu'il nous reste encore beaucoup de rues à combler. Là, la ville a fait comme on a avancé un peu en payant un petit peu plus pour permettre que ça soit plus facile. On a encore des sondages qui viennent. Les citoyens demandent d'avoir les rues d'asphalte. On fait les sondages. La ville en payant un peu plus, qu'on reconnaît la fondation. Ça fait baisser un peu la facture, fait qu'il en passe un peu, mais il nous en reste encore beaucoup à faire. Est-ce qu'il y a encore des citoyens qui sont, disons, réfractaires au fait d'asphalter les rues, autrement dit, qui ne sont pas prêts à payer ce que ça vaut? Je comprends que la ville en paie peut-être un peu plus, puis qu'ultimement, on fait un sondage, puis que, évidemment, si la majorité des citoyens de la rue la veulent, il faut payer. Je vais vous répondre oui, parce que le coût est quand même élevé. Hein? On ne se le cachera pas. Bon, généralement, les gens vont être tous en accord par le principe. Mais quand pour le premier sondage qu'on fait, les gens sont 90 en accord avec l'asphalte. Mais quand on arrive avec la facture, puis qu'on va voter individuellement, les gens ont à voter individuellement, mais là, ça tombe à 52, 53, 54 Fait que, tu sais, quand ça passe, c'est limite. Puis quand ça passe pas, c'est limite de ne pas passer aussi. Mais ultimement, parce que ces gens-là, ils paient combien? Je veux dire, une maison qui vaut 250, 300, 350 000 si je fais mettre l'asphalte en avant de chez nous, ça va me coûter combien? Je vais dire une 15 à 20 000, mais c'est très difficile parce qu'il y a beaucoup de facteurs X, si je peux vous dire. Okay. Je prends une maison qui est sur un coin de rue ou qui a des terrains vacants. Ouais. Bien là, le coût est réparti à une partie des propriétaires. Fait que, tu sais, c'est très, très... Puis ça dépend de la largeur de façade. Des fois, c'est réparti parce que si on tombe dans une rue en boucle, puis que les terrains sont en triangle, bien là, on va changer le calcul. Tu sais, ça ne sera pas en façade de rue que les gens vont payer, mais en pied carré. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de... On adapte un petit peu la formule selon la rue qu'on fait. Là. Et ce 15 à 20 000, prenons l'exemple que c'est ça, là. On va le répartir sur plusieurs années sur le compte de taxes? Oui, exactement. Il va être réparti sur le compte de taxes, que les gens, ça leur fait un petit montant par année. Pendant quoi, 15-20 ans? Une quinzaine d'années. Bon. Mais ultimement, est-ce que les propriétés gagnent en valeur? Les propriétés gagnent en valeur, puis ça devient plus agréable. Tu sais, en dehors de tout ça, j'étais justement la semaine passée à faire du porte-à-porte. C'est un peu désagréable à ce temps-ci de se promener dans la rue. Là. Tu sais, on s'entend que tu finis de marcher, tu as de la boue jusqu'aux genoux parce que tu sais, ça revole. Ouais. Tu ne peux pas faire de bicycle à pédale non plus, moindrement qui mouille, parce que ça revole. Les autos sont tout sales. Tu sais, c'est tout ça qui vient à gagner, puis c'est avantageux aussi parce qu'à un moment donné, on se sent parler du grader qui va régulier, les trous qui se refont. On a beau, régulièrement, je reçois des appels, puis on envoie le grader, on met de la roche.
ça devient désagréable quand tu vis dans une rue de gravel. Est-ce que la contribution de la grande ville est relativement correcte? On pourrait toujours l'augmenter encore. Tu sais, moi, à mes yeux, on pourrait l'augmenter parce que, à un moment donné, il faut en finir. Tu sais, la ville, ça y coûte quand même des coûts. Là. Tu sais, on ne se cachera pas. L'entretien, c'est beaucoup plus d'entretien qu'une rue ordinaire. Il faut mettre de la gravelle au printemps. Il faut passer le grader 4 fois dans l'été. Fait que, tu sais, la contribution de la ville pourrait augmenter. Puis, à un moment donné, c'est un dossier qu'on doit terminer. Tu sais, moi, je veux bien, là, mais dans une quinzaine d'années, je ne veux plus qu'on parle de ce dossier-là. On est une ville qui est développée. Bien, ça doit être terminé, puis on ne doit plus parler de ça. Qu'il reste un petit bout à droite et à gauche parce que la rue n'est pas terminée, c'est correct, mais les rues de gravel, ça doit être terminé. On parlait tantôt d'infrastructure. Bon, on sait qu'il y a un enjeu important dans le nord d'Iberville avec le chemin des Patriotes. Ça, c'est un cas en soi. Ouais. Du côté sud d'Iberville et de Saint-Athanase, quand on parlait d'infra tantôt, c'est pour des terrains à développer. Parce qu'en tant que tel, est-ce qu'il y a encore des citoyens qui pourraient avoir les infrastructures, qui pourraient avoir des services? Il en reste encore un petit peu, mais vraiment pas beaucoup. C'est très minime. Là. Ça a 133, il en reste quelques-uns. Il reste quelques petites boucles qui pourraient être terminées, mais généralement, là-dessus, on est complété vraiment à 95 okay. Où qu'on a besoin, par contre, des infrastructures, c'est que, tu sais, un des développements qui se ferait le plus écologique puis avec la plus grande acceptabilité sociale, c'est dans ce coin-là. On ne parle pas de boisé. C'est des terres agricoles qui ont été zonées blancs depuis 25 ans, qui ne sont pas cultivées dans un potentiel. C'est des petits bouts de morceaux qui ont été lotis, qui ont eu une rue, qui ont eu 2-3 maisons. Fait qu'un des développements qui se ferait le mieux, pour point de vue social, puis qu'elle soit acceptée, c'est dans ce coin-là. Ça, puis on a Saint-Eugène aussi, tu sais, que les terrains sont déjà faits. Il ne faut pas oublier que toutes les infras sont là aussi. Hein. Tu sais, on parle, quand on développe dans ce coin-là, bien, la polyvalente est à côté. Après ça, on parle des terrains de balles qui sont à côté. Ouais. Tous les loisirs sont à côté. Puis quand je dis à côté, c'est à peine dans 3 km que tu as accès. Ouais. Et les services se rendent aussi jusqu'à Sabrevois, alors. Exactement. Il ne faut pas oublier qu'on a desservi Sabrevois avant de se terminer. Fait que, je pense qu'on a... C'est là que le développement, c'est dans les extrémités non nord, mais sud, qu'on doit terminer un peu le développement en attendant pour finir de développer. Puis c'est là qu'on a la capacité, sans mettre beaucoup d'infra à côté. Là. Bon, on a justement la polyvalente, l'Aréna Marcel Larocque qui a maintenant une deuxième glace toute neuve. Il y a la Palestre qui est un vieux bâtiment. Il y a le pavillon Milleroche qui pourrait être dû également pour des travaux. On en est où du côté de la Palestre et du Milleroche? Le Milleroche, c'est un des plus gros. Tu sais, la Palestre, présentement, c'est la maison des jeunes. Ouais. C'est un bâtiment qui est comme, on va dire, plus secondaire. Tu sais, c'est pas un bâtiment, c'est la maison des jeunes. On a fait les correctifs parce qu'il y a un peu d'eau qui est rentrée. On a fait les correctifs pour corriger ça. Le Milleroche est une des priorités à court terme. On s'entend que la population vieillissante augmente. La FADOC à Iberville fonctionne énormément bien. C'est une des FADOC qui fonctionne le mieux au Québec. Les gens y vont, les activités sont là, puis là, on commence à être à l'étroit. Fait que c'est vraiment une des priorités, ça devrait être le Milleroche. On aurait commencé à regarder les plans, voir qu'est-ce qu'on pourrait faire avec la bâtisse, qu'est-ce que la bâtisse aussi peut supporter, point de vue architectural, de la façon, si on peut se mettre un deuxième étage, on est capable de l'accueillir. On est là-dessus dans les plans pour regarder qu'est-ce qu'on peut faire. Le souhait serait de l'inscrire éventuellement au PTI, au programme triennal de mobilisation. Oui, exactement, pour pouvoir aller de l'avant puis prendre plus d'expansion un peu de ce côté-là. Là. Bon, vous êtes un des grands défenseurs du boulodrome. Oui. Tout le monde semble d'accord avec le projet, mais à quel endroit ce projet va-t-il voir le jour? Moi, je vais être franc, c'est sûr que j'aimerais qu'il soit à Iberville. Mais s'il n'est pas à Iberville, le but, c'est de desservir les citoyens qui utilisent ces services-là. Puis, on a une grosse population qui ont besoin d'un service comme ça, qui est un sport, je veux dire, plus passif. C'est pas du hockey, c'est un sport que tu peux pratiquer longtemps, les risques de blessures sont minimes. Puis c'est une activité aussi sociale. Ça vient un peu dans le style du curling. Fait que tu joues là-dedans. Le meilleur endroit, écoute, on n'a pas encore la meilleure place. C'est sûr que, bon, Iberville est toujours la meilleure place pour mettre tous les projets comme ça. Mais je suis ouvert à le mettre n'importe où. L'important, c'est que c'est un projet qui doit se réaliser pour les personnes qui sont plus âgées. Bon. Et ça pourrait se faire un peu partout. Certains évoquaient l'ancienne église Saint-Gérard. Ouais. Ou ailleurs. Bien, présentement, sur Saint-Gérard, il y a des projets, mais tu sais, comme tu dis, un petit peu partout, ça pourrait être fait. Bon. Finalement, les sens uniques à Iberville, avec le recul, c'est-tu correct? Bien, il y a quand même un accident par mois là. C'est régulièrement congestionné ici. Quand tu arrives pour virer à droite, on n'a plus le côté face. On avait un côté un peu, je veux dire, Fast and Furious, là, que tu pouvais passer directement à droite.
La lumière, ça congestionne. On vient de mettre le nouveau pont. Le nouveau pont vient d'entrer en vigueur. On va voir à long terme. Mais régulièrement, c'est jammé sur le pont. Puis régulièrement, il y a des longueurs qu'on n'avait pas nécessairement avant parce que les gens avaient un échappatoire sans sens unique. Tu sais, quand on pouvait virer directement à droite, bien, c'était rapide. On ne se le cachera pas. C'était rapide. Les gens viraient. Tu venais de dégager quand même. Là, je n'ai pas les chiffres, mais si c'était 40 des gens qui viraient à droite sans avoir de lumière, bien, c'était 40 de moins qui arrivaient. Mais là, c'est difficile à évaluer parce qu'on a des travaux de tout l'autre côté. Présentement, on ne peut pas virer à gauche, fait que la majorité des gens virent à droite parce qu'il y a comme des travaux, c'est comme fermé. Fait que, l'évaluer à matin... Oui, ça ne donne pas la bonne lecture. Je ne serais pas honnête. Je pourrais dire... Je pourrais faire ça, mais je ne serais pas honnête. Là. À matin, mais que les travaux soient terminés, que les gens puissent virer à gauche, puis à droite, on va avoir une lecture plus claire. Mais ce qu'on a vu à date, c'était moins bon que ça avait déjà été quand on pouvait virer directement à droite. Bon. Question plus grande ville. On est à l'approche du budget qu'on va voter dans les prochaines semaines. Quel est votre souhait pour 2020? Des taxes basses, une augmentation de taxes basses. Je pense que les gens de Saint-Jean en ont besoin. Il faut laisser les gens respirer parce que c'est de plus en plus difficile pour les familles de payer. Un taux de taxation bas, ça serait mon plus grand souhait. Bon. Question également que j'ai posée à vos autres collègues. De quelle façon qualifiez-vous, disons, l'ambiance au conseil de ville qui, disons, a été assez difficile dans les 2 dernières années? Il en reste 2 autres à faire. Comme j'ai déjà dit, généralement, je peux dire que ça va bien sur plusieurs points. Il y a des points, par contre, quand on parle d'environnement, quand on parle de protection des boisés, quand on parle de développement des golfs, c'est des points que, malheureusement, on ne s'entendra pas. Malheureusement, dans ma tête, le développement des boisés, bien, on doit prendre un break là-dessus. Ce n'est pas une priorité. On doit conserver les boisés qui restent. Les golfs, à matin, on parlait de développement, il reste des terrains. Puis, vous voyez, je ne parle pas juste de mon secteur, il reste des terrains à Saint-Eugène, puis on ne parle pas du terrain de golf. Il reste des terrains à Saint-Eugène, il reste des terrains dans le nord à développer, qui nuisent à personne, qui dérangent personne, qui ne font pas des levées de boucliers. Bien, c'est là qu'on doit développer. Puis après ça, on verra. On entend le réchauffement de la planète, puis j'ai l'impression, on entend que tout va mal sur la planète. Puis on arrive, puis on développe un boisé, puis on fait « Ouais, mais ça, c'est un petit bout, ça ne changera rien. » C'est tous ces petits bouts-là cumulés ensemble qu'à un moment donné qui fait qu'on a des inondations, on a de la pluie verglaçante en janvier puis en février. Fait qu'à un moment donné, il faut arrêter, puis il faut développer d'une façon plus verte, plus écologique. Puis si tu enlèves ces points-là, bien, je regarde à l'hôtel de ville, comme je disais, il y a 1 an, c'est la même chose. 95 des points, c'est voté. Tout égal. Mais ces gros domaines-là, bien, je pense que ces gros points-là, il faudrait les mettre à côté, puis on attendra. Puis à la prochaine élection, on mettra ça clair. Il y aura une équipe qui veut développer d'un boisé, puis il y aura une équipe qui ne voudra pas développer d'un boisé, puis les gens choisiront. Là. Puis ça s'arrêtera là. Puis moi, écoute, je suis bien à l'aise de ce qui va être décidé. Là. Et puisqu'on parle d'inondation, est-ce qu'il y aura encore une fois au printemps des pompes d'installer le long de la rue Belle-Rive? Vous savez, il y en a, j'en pose régulièrement. C'est le problème de la goutte, puis j'ai encore demandé cet automne. C'est un peu à contre-cœur. C'est sûr qu'on a réglé un petit peu en ayant grossi le tuyau sur la rue Belle-Rive qui va directement à la rivière. Mais c'est une précaution, puis ça, c'est une précaution. J'ai des citoyens qui m'appellent et qui me disent « Justin, les pompes, c'est un peu désagréable. » Sauf que je lui dis, le gars qui est inondé à tous les ans dans son sol, je peux lui donner ces pompes-là. C'est moi qui avais installé, qui avait fait la demande là, quand j'ai été élu, de mettre les pompes. C'est laid, c'est pas beau, mais ça permet à des gens de ne pas avoir d'inondation. Puis quand tu es inondé à tous les 2 ans, là, la pompe, tu la trouves belle. Elle a toute une autre odeur. Justin Bessette, merci beaucoup. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle d'accompagnement de fin de vie, le groupe Le Tournant qui est en recherche de bénévoles. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Seth. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, les Celtics qui passent en ligue semi-professionnelle. Oui, on en jase avec coach David Saubry et le premier joueur annoncé, Benjamin Ouellet. Hey, je te laisse, moi je vais voir Céline. Ouais donc, bonjour.
dimanche 9h30, Télébingo, on vous attend. C'est un sujet qui n'est pas facile, mais c'est en même temps le tournant de la vie. On parle de fin de vie, on parle de soins palliatifs, entre autres. Évidemment, il y a les services de santé qui vont aider, accompagner ces gens-là. Mais il y a aussi des bénévoles qui peuvent donner leur coup de main, accompagner des gens qui sont en fin de vie. Et ici, dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu, il existe depuis quand même plusieurs années un organisme qui s'appelle le groupe Le Tournant. Oui, ça existe. C'est pas tout le monde nécessairement qui a le profil pour faire ce genre de bénévolat-là, mais on va quand même l'expliquer, le démystifier avec nos deux invités. D'abord, Marie-France Bouchard est la présidente du groupe Le Tournant. Bonsoir à vous. Bonsoir. Accompagnée de Denise Soutière, qui est la coordonnatrice des bénévoles. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Éric. Bon, le groupe Le Tournant, ça existe quand même depuis quoi? Une vingtaine d'années? Depuis 1991. Wow. Ça a été formé au départ par l'Association des bénévoles à Iberville. Oui. C'est une dame Desrosiers-Larocque qui a pris ça en charge, comme ça, là, soudainement. Puis elle a décidé de former. Et la première réunion s'est tenue en octobre 91 du groupe Le Tournant. Parce que si on remonte quand même, il y a 30, 40 ou 50 ans, bon, les gens, évidemment, l'humain finit par décéder, on le sait, par maladie, très souvent, les cas de cancer, entre autres, les soins palliatifs. Pendant longtemps, les gens, décédaient souvent à l'hôpital. Après ça, il y a eu, comme dans le cas de Sainte-Julie, la maison Victor Gadebois qui a pris naissance. Dans les hôpitaux, dans certains cas, on a commencé à avoir un peu des départements spécialisés où, avec l'arrivée des CLSC, on a eu parfois des accompagnements en fin de vie à domicile. Ce n'est pas toujours le cas, mais ça arrive. Puis là, maintenant, nous, on est chanceux parce qu'on a maintenant aussi notre maison de soins palliatifs depuis quelques années maintenant sur le boulevard Saint-Luc. En quoi l'importance d'avoir des bénévoles, des gens qui sont extérieurs aux familles, qui peuvent aider ou accompagner ces gens-là qui sont en fin de vie? Au départ, il faut penser que nous, on va rencontrer la vie quand on y va. Oui. Il faut se dire ça au départ. Et le bien énorme est là. On veut tout le temps le bien-être de la personne qui est en fin de vie, mais on fait aussi beaucoup, beaucoup d'accompagnement aux familles. Oui. Parce que les familles ont besoin aussi. Que ce soit... on a des bénévoles qui font de la réception, on fait l'aide au repas. On ne prépare pas les repas, mais on va porter les cabarets dans les chambres. On chante avec les patients. Toutes les familles partagent continuellement avec nous. Fait que c'est très important qu'on ait des bénévoles. Bon. Actuellement, vous avez combien de bénévoles dans le groupe Le Tournant? Actuellement, on en a 22, mais ça nous en prendrait une cinquantaine. Oh là là! Oui. Ah, les besoins sont Les besoins sont grands, importants. oui. Parce que seulement l'aide au repas, il y a 7 jours semaine, 3 repas par jour. Alors, l'idéal qu'on aurait, ça serait qu'il y ait 2 bénévoles par repas. Ça serait plus facile pour tout le monde. Ça donnerait plus de temps aussi pour jaser aux patients, pour les aider et tout ça. Alors, le besoin est grand parce que moi, je dis tout le temps, les bénévoles, c'est le soleil de la maison des soins parce que le personnel infirmier n'ont pas vraiment le temps. Ils consacrent aux soins. Alors, c'est ça, pour jaser, là, donc, ils n'ont pas de temps. Ça veut dire que majoritairement, le bénévolat du groupe Le Tournant, il se fait principalement à la maison de soins palliatifs. Oui, tout à fait. Bon. Est-ce qu'il s'en fait encore à domicile ou plus vraiment? Actuellement, il ne s'en fait pas parce qu'on n'a pas assez de bénévoles. Mais éventuellement, Mais si vous aviez suffisamment de ressources, il pourrait y avoir de la disponibilité pour faire un peu de bénévolat à la maison? Il faudrait refaire... On a des formations à donner aux bénévoles. Alors, la formation à domicile est autre aussi. Fait que dans le moment... pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Non. Mais à la naissance du groupe Le Tournant, il y avait du bénévolat à la maison. Oui. Mais à l'époque, il n'y avait pas de maison de soins palliatifs non plus. Non. Bien, il y en avait... il y en avait à Sainte-Julie, mais ici, il y avait Champagnat. Champagnat, il y en avait. Puis en 2007, ils ont déménagé les soins palliatifs à la résidence Saint-Jean, au 275 boulevard Saint-Luc. Boulevard Saint-Luc. Oui, il y a 15 lits. Alors, puis une très grande liste d'attente. Fait que quelqu'un qui rentre aux soins palliatifs, on peut dire, est chanceux. Oui. Ouais. Et ces gens-là, parfois, ont des durées de séjour assez variables. Ça peut aller de quelques semaines, même dans certains cas, quelques mois. À quelques mois. De quelques jours à quelques mois. Oui. Ouais.
Oui, la durée, on dit aux alentours de 21 jours, à la moyenne, sauf que c'est pas tout le temps le cas. Vos 22 bénévoles actuellement, oui. Des hommes, des femmes, plus des femmes que des hommes? Plus des femmes que des hommes. Okay. Vous avez quelques hommes quand même? Oui, on en a 4. 4 sur 22. Sur 22. Quand même, on peut augmenter la moyenne. Oui. Mais, vous savez, ça n'en prend... On aimerait avoir plus d'hommes aussi. Majoritairement parce que... des retraités, pré-retraités? Oui, retraités, mais on a encore des gens qui font du bénévolat actuellement puis qui travaillent, qui sont encore sur le marché du travail. Oui. J'ai des bénévoles qui finissent à 5 heures leur travail, puis ils arrivent à la maison des soins à 5h30, 5h15. Votre plus jeune bénévole, à quel âge? Dans la quarantaine. Dans la quarantaine, quand même. OK. Oui. Puis votre plus vieux? 88. Wow! Oui. Il y a une personne de 88 ans qui fait du bénévolat pour accompagner les gens en fin de vie. Oui. Et pas juste chez nous. Il en fait à différentes places dans Saint-Jean. Oui. Ouais. C'est un monsieur, c'est un homme, Ouais. et puis il est fantastique. Ah. Les gens mettent combien d'heures par semaine à peu près en bénévolat? Bien, la moyenne qu'on demande, qu'on aime, là, c'est 3 à 4 heures. C'est des blocs de 3 ou 4 heures. Un bloc de 3 à 4 heures par semaine. Oui. Ça peut être autant le matin, l'après-midi que le soir? Tout à fait. Parce qu'idéalement, ça en prend sur toutes les plages horaires. C'est ça. Fait que 7 jours semaine, 3 repas. Mais il fait quoi? Bon, je comprends qu'il y a les repas là-dedans, mais puis vous allez me dire, bien, il est présent ou il écoute, mais c'est quoi le rôle du bénévole? Le bénévole là, qui est là, qui ne connaît pas la personne qui est en fin de vie ou qui ne connaît pas ces familles-là, il fait quoi le bénévole? On a toujours une entrée en matière. Souvent, on va faire du café dans le salon. Alors, il y a des familles. Alors là, la discussion commence là souvent. Quand on va porter un cabaret dans la chambre du patient, il y a une communication qui s'établit. Là, on se présente, on dit qu'est-ce qu'on fait. Alors, souvent, le lien se crée là. Puis après ça, on s'assoit avec le patient. Sentez-vous des fois que vous avez des confidences qui vous sont faites à vous, puis qui ne sont peut-être pas faites aux familles? Oui, bien c'est ça. Les bénévoles, entre autres, là, c'est des personnes, bon, on rentre dans la chambre, on est là. Le meilleur exemple, moi, je dirais, là, on a un livre de 500 pages quand le patient arrive, puis dans sa vie, il est rendu à la page 490. Alors, les pages d'avant, on ne les connaît pas. On ne sait pas ce qu'il a fait dans la vie. On n'a pas de jugement non plus. Alors, on est complètement neutre. Fait que souvent, les personnes en fin de vie, des fois, on a eu des petits accrochages dans notre vie. Ça nous tenterait pour nous libérer de le dire. Alors, quand on dit à une personne qui est neutre, qu'on sait que c'est confidentiel, très souvent, ça arrive avec les bénévoles. Vous les formez comment, vos bénévoles? On a une infirmière qui les forme pour expliquer qu'est-ce qui se passe. Il y a des protocoles qui peuvent arriver, mais on les forme. On est souvent sur le Mais c'est ça. Au départ, on a changé un petit peu la formation. Au départ, il y a quelques années, ils faisaient une formation tout de suite avec l'infirmière et tout ça. Puis pour se rendre compte que par après, quand ils sont sur le plancher, bien, j'ai des bénévoles qui venaient me voir puis ils me disaient finalement, c'est pas ma place. OK. Alors, moi, j'ai demandé au conseil d'administration qu'on fasse autrement. Alors, moi, je passe une entrevue avec les bénévoles. Quand je vois que ça peut aller, on les met sur le plancher avec un ou une bénévole qui est là depuis un certain temps. On fait un jumelage pour 3, 4, 5 fois, jusqu'à temps qu'ils se sentent à l'aise. Et puis, comme 2 fois par année, on donne une formation pour les nouveaux bénévoles. Ça prend quoi pour être bénévole? Quand vous dites, là, on a un premier contact, puis là, on voit si ça va marcher ou pas. Qu'est-ce que vous recherchez comme... Parce que c'est pas évident comme type de bénévolat, là. C'est pas tout le monde qui est à l'aise avec ça, nécessairement. Pas tout le monde qui est à l'aise avec la mort, qui est à l'aise nécessairement avec ça, d'accompagner des gens qu'on ne connaît pas, rentrer dans la bulle, dans l'intimité du monde. Qu'est-ce que ça prend pour être bénévole? Une bonne écoute. Bien, c'est ça. Ça prend surtout de l'écoute. Et puis, tu sais, les gens nous disent, mon Dieu, comment on fait pour aller faire du bénévolat aux soins palliatifs? Bien, c'est un endroit qui est très zen, très chaleureux.
Les patients qui sont là, ils n'ont pas d'attente. Alors, en tant que bénévole, là, si tu aimes jaser un peu, sociable, calme, quand même, là, pour tes émotions, on peut penser que tout le monde pleure aux soins palliatifs, mais ce n'est pas ça du tout ce qui se passe. Tant qu'il y a de la vie, il y a de la vie. Et puis, la plupart des bénévoles qui sont là actuellement, il y en a qui sont là depuis plusieurs années, on a des nouveaux aussi. Et le bénévole, il en tire quoi, lui? Il faut que tu saches là, que quand on va rencontrer ces gens-là, c'est authentique. Là. Que ce soit multimillionnaire ou très pauvre, c'est une fin de vie. La maladie ne fait pas de discrimination. Alors, il n'y a rien de superficiel. Puis le bénévole, il en tire quoi, lui? Oh mon Dieu, si tu savais comme c'est valorisant. Tu arrives à la maison, là, tu te dis, oh mon Dieu. On en tire autant d'eux qu'eux en tirent de nous. C'est ça qui est... C'est un très bel échange. Si on veut devenir bénévole ou si on a des questions, on fait comment pour rentrer en contact avec vous? Bien, on peut appeler à la Maison des soins palliatifs pour le groupe Le Tournant. Je peux donner le numéro de téléphone. 450-346-1061 ou par courriel aussi. C'est letournant@hotmail.ca. Voilà. Où on se présente aux soins palliatifs. À la Maison de soins palliatifs sur Boulevard Saint-Luc. Puis il y a tout le temps quelqu'un là pour recevoir les gens. Merci infiniment, en souhaitant que vous allez pouvoir regarder votre banque de bénévoles. Donc, si vous dites que vous en avez 22, mais vous avez des besoins pour 50, tout à fait. Il y a de la place. Il y a de la place. Donc, si parfois vous pensez que ça peut peut-être un type de bénévolat qui vous rejoint, bien, contactez le groupe Le Tournant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Éric. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Bavière quotidien. L'Association québécoise de défense des droits des retraités et pré-retraités du Québec, secteur Haut-Richelieu, la QDR, organise une conférence le 2 décembre au Glace avec la responsable du comité des usagers du Haut-Richelieu-Rouville au niveau des services de santé. Donc, si ça vous intéresse, allez faire un tour. Entre-temps, si vous désirez bien sûr jouer au Télébingo, acheter des livrets, allez voir sur tvhr9.com pour avoir la liste des détaillants. Il y a 4 000 $ en prix. À demain. Bye-bye.